donc à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation de Workplace Magazine qui organise aujourd'hui cette conférence à l'occasion de la sortie de son supplément Facility Management. Permettez-moi tout d'abord de remercier Gessina, foncière très impliquée sur les questions de l'environnement de travail, qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux. Pour PIC Édition, ce supplément FM est une initiative importante. Le Facility Management est évidemment un sujet que l'on suit de très près, et ce depuis plusieurs années, à la fois à travers notre revue Workplace Magazine, mais aussi à travers Service, une revue dédiée au monde de la propreté. Un chiffre à lui seul justifie cet intérêt. On estime en effet aujourd'hui que les activités de service B2B au profit des bâtiments et de leurs occupants rassemblent environ plus d'1 million d'emplois. Mais ce sont les récentes évolutions du secteur qui nous ont conduits à imaginer ces 100 pages que vous avez dans vos sacs entièrement dédiées au FM. La publication il y a 2 ans du livre blanc du CIPEMI a en effet marqué un tournant. Le FM affiche aujourd'hui l'ambition d'être bien plus qu'une promesse d'économie. Il cherche désormais à démontrer sa capacité à produire et coproduire une valeur de nature servicielle. On peut dire que près de 30 ans après son apparition en France, le sujet du FM en tant que secteur à part entière émerge enfin. Les enjeux ont été posés, les axes de travail et les freins à lever sont identifiés. Reste maintenant à imaginer le métier. Dans ce contexte, Workplace Magazine entend donc jouer pleinement son rôle de média en relayant l'actualité du marché, en participant au débat d'idées, mais aussi en diffusant les bonnes pratiques. C'est pourquoi, à l'issue de ce supplément, d'autres initiatives suivront et nous lancerons dès le mois prochain une rubrique dédiée sur le site de Workplace Magazine, ainsi qu'une série de newsletters. Lancer un média multicanal sur un métier encore émergent est évidemment un pari risqué. Merci donc à ceux qui ont choisi de nous faire confiance, nos annonceurs, mais aussi et surtout nos partenaires sur ce sujet, le groupe Harmonia, Elior Service, NJ Cofeli et Vinci Facilities. Je tiens également à remercier 3 institutions qui nous ont accompagnés dans ce projet. Tout d'abord notre partenaire historique, l'ARCEG, mais aussi le CRDIA pour sa contribution au contenu, et enfin le CIPEMI dont nous accueillons aujourd'hui le nouveau président. Voilà, je vais laisser la place au premier temps fort de cette journée. Je vous remercie de votre attention et très bonne matinée à vous tous. Bonjour à tous, je suis donc Sophie Distel, la rédactrice en chef de Workplace Magazine. Merci Jean-Christophe. Donc, nous avons rendez-vous ce matin pour une matinée assez chargée qui va se diviser en 4 grandes parties. Nous aurons d'abord une introduction de Patrice Vidal, économiste spécialisé dans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui va nous permettre de prendre un petit peu de hauteur sur le sujet et de comprendre que finalement les transformations auxquelles se confronte aujourd'hui le Facility Management sont le reflet de mutations plus générales au niveau de l'économie globale. S'en suivra une table ronde qui réunira décideurs, donneurs d'ordre et grands témoins afin de poser un constat et aussi d'esquisser quelques champs possibles vers un FM générateur d'une valeur à partager. Nous avons ensuite invité des FMeurs à pitcher quelque part à propos de 4 attentes de décideurs, 4 attentes des entreprises. Ils vont nous montrer quel peut être l'apport du Facility Management en la matière. Et enfin, nous conclurons les échanges avec un échange un petit peu conclusif donc, autour de l'innovation servicielle. Quels sont les freins à lever pour que vraiment demain, dans nos entreprises, se développe de l'innovation servicielle. Voilà, je n'en dis pas plus et je vous dis bonne matinée. Je vous laisse déjà écouter donc Patrice Vidal pour cette introduction. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'ouvrir cette matinée. Je vais essayer de me tenir dans le cahier des charges qui est le mien, une vingtaine de minutes pour qu'on ait un temps pour avoir peut-être deux, trois réactions. Autour de 3 points.
revenir sur ce qu'est ce modèle industriel. On va parler de modèle économique et donc de revenir un peu sur les caractéristiques de ce modèle industriel, dans un premier temps. Le deuxième temps, de comprendre pourquoi ce modèle qui a été si performant aujourd'hui est porteur d'un ensemble de limites, et notamment de limites au regard des activités de service. Et on va revenir sur ce qui se joue dans la production de services. Et puis, dans un troisième temps, esquisser ce que pourrait être un modèle serviciel, c'est-à-dire un modèle économique pleinement en cohérence avec l'enjeu de délivrer des services et de créer de la valeur pour les bénéficiaires. Voilà, alors un modèle économique, c'est bien plus qu'un modèle d'affaires. Un modèle économique, c'est bien à la fois la façon dont on va concevoir une offre, dont on va la formaliser, dont on va organiser des moyens de production, mobiliser du capital, des compétences, du travail pour tenir la mise en œuvre de cette offre, dont on va réussir à valoriser monétairement l'offre, c'est là où arrive le modèle d'affaires, et puis derrière, la façon dont on va répartir la valeur créée, gouverner l'entreprise. Donc quand on parle de modèle économique, on parle bien de l'ensemble de ces dimensions-là, et pas simplement du modèle d'affaires. Le modèle industriel, c'est un modèle extrêmement ancien, finalement, qui a plusieurs siècles, qui s'est construit, qui émerge au Moyen-Âge, qui se construit à l'époque de la Révolution industrielle, et qui s'approfondit au XXe siècle. Pour aller vite, on peut dire qu'il y a trois enjeux au départ qui amènent à construire ce modèle. Le premier, c'est d'être en capacité de mobiliser des capitaux pour réaliser des investissements au service de la production de biens. Donc, on construit des formes juridiques, on construit des formes d'organisation qui permettent la mutualisation de capitaux, l'investissement de capitaux dans la production. La deuxième caractéristique, c'est qu'on va diviser, spécialiser le travail dans une optique de productivité. Donc la productivité va passer par la capacité à organiser une coordination entre un ensemble d'acteurs qui chacun sont spécialisés sur une partie de la production. Alors dans les usines, à un moment, ça va jusqu'à de la spécialisation à la tâche. On voit bien que dans l'EFM, c'est une spécialisation par type d'activité. Et puis, il faut organiser l'échange, le commerce, et donc c'est l'idée de créer des marchés, de construire des marchés et de favoriser l'accès, le développement de ces marchés. Ce modèle industriel, donc il y a plusieurs siècles, il reste la matrice économique de toutes nos productions. Et il faut avoir conscience que la production de services, les activités de services, se sont construites à partir de la matrice du modèle industriel, et en cohérence avec ce modèle. Alors, bien entendu, il demeure performant. Une de ces dimensions de performance, c'est la capacité à produire à coût maîtrisé, cette organisation de la productivité, qui finalement a rendu accessible un ensemble de biens et de services à des consommateurs. Ça, c'est la grande valeur du modèle industriel. Alors, comment on s'y prend si on regarde de façon un tout petit peu plus précise ? On va définir une offre standard, c'est-à-dire qu'on va définir les contours d'une offre, un niveau de qualité. Alors, c'est paradoxal parce que finalement, c'est une offre qui ne correspond à personne en particulier, mais qui s'adresse à tout le monde, si on voulait la caractériser. On fait la même chose, enfin, qui s'adresse potentiellement à tout le monde. On fait la même chose dans les services, c'est-à-dire on définit a priori les paramètres d'une offre de service que l'on va pouvoir proposer à différents types de bénéficiaires. Ensuite, on va organiser la production de cette offre, ce que je disais tout à l'heure, en un ensemble de tâches, de parties que l'on va confier à des spécialistes. Et on fait l'hypothèse qu'à travers cette organisation, finalement, on va obtenir un optimum économique. Donc on va avoir un interlocuteur qui va agréger un ensemble d'activités et qui va être dans des rapports de sous-traitance, qui va confier des parties de la réalisation de l'activité à diverses entités. Alors, ça marche aussi bien, vous le voyez par exemple dans l'industrie, ça continue à marcher avec l'industrie automobile par exemple, que dans les services, le facility management étant l'expression d'une forme d'organisation de ce type. Derrière, on va chercher à vendre du volume ou à vendre en volume pour réussir à faire des économies d'échelle. Une des formes de productivité, c'est aussi la capacité à tenir des économies d'échelle. Alors, un modèle économique, je ne l'ai pas dit, mais la dernière dimension du modèle économique, c'est la façon dont, en tant que client, en tant que bénéficiaire, on va exprimer son besoin et être capable de formuler une demande. Et donc, du côté des clients, finalement, le client va chercher à s'inscrire dans une logique de marché. Alors, une logique de marché, c'est quoi ? La place de marché, c'est la place où on peut comparer des offres. Donc, la logique de marché, c'est la capacité à comparer des offres comparables. Alors vous voyez, ça tombe bien puisqu'on construit des offres standards et on a des clients qui cherchent à comparer des offres comparables. Et alors derrière, dans la discussion, il y a un élément qui devient déterminant dans l'échange à un moment,
c'est le prix. Et le prix est l'expression d'un rapport à des coûts de production. C'est-à-dire qu'on va discuter le prix au regard de ce que nécessitent les coûts de production pour tenir cette offre. D'où l'enjeu de tenir les coûts de production, voire de les baisser. Alors, ça c'est une dynamique très classique, et vous le voyez, qui imprègne l'ensemble de nos activités. En quoi aujourd'hui elle est requestionnée ou elle est en bout de course? Alors, il y a une première dimension qui est le rapport aux enjeux environnementaux. Si on vend des moyens, si on vend des volumes de biens, si on vend du temps de service, on est dans un rapport à sa clientèle qui est dans une nécessité, un intérêt à renouveler la vente de moyens. Et donc, à chaque fois qu'on vend des moyens, on mobilise de la matière, on mobilise de l'énergie. Et on voit bien aujourd'hui, en même temps, il faudrait qu'on fasse de la croissance pour développer la valeur, développer la richesse. Et qu'en même temps, dès qu'on parle de croissance, on est heurté de plein fouet à l'enjeu de l'impact sur l'énergie, sur la matière. Alors, on va mettre de côté cette dimension, qui est bien sûr une dimension qui pose un problème au modèle industriel, au modèle économique. On va plutôt s'intéresser à une deuxième dimension, c'est le fait que le problème industriel soit finalement un modèle problématique du point de vue de la façon dont il faut qu'on pense les activités de service et dont on pense les conditions qui créent de la valeur dans le cadre du développement d'activités de service. Alors on va revenir sur quelques points. Le premier point, c'est qu'une activité de service, un service est adressé à des personnes. Il cherche à créer des effets utiles. Nous, on emploie cette expression d'effet utile, c'est-à-dire l'effet positif que va créer votre intervention, votre action sur le bénéficiaire. Comment il va agir positivement sur le bénéficiaire. Comment il va le transformer. Second point, le service, il est réalisé par un individu. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces constats? Eh bien, c'est que la dimension de prestation et la dimension de relation sont intimement liées. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans une prestation, on est dans la définition d'un cadre, un ensemble de tâches, d'activités qu'on doit mener, et en même temps, il se joue une relation dans le service. Et cette relation, elle va être porteuse de valeur, et on ne peut pas la dissocier de la prestation. Pour expliquer très simplement, je suis à la fois là dans une logique de prestation, c'est-à-dire que Sophie m'a passé une commande, un cahier des charges, d'un contenu à produire, d'un temps, donc on voit bien qu'il y a des éléments de prestation, mais la façon dont vous allez recevoir ce que je vous adresse dépend à la fois de ma personne, de la façon dont il y a un effet d'autorité, peut-être, qui fait que vous le recevez d'une certaine façon, mais aussi de la façon dont vous êtes actuellement en capacité de capter ce que je vous apporte. Donc on arrive à se mettre sur un niveau de compréhension réciproque. La disponibilité d'esprit qui est la vôtre, à cette heure-ci, 9h17 de la matinée. Et donc, il y a un ensemble de choses qui se jouent dans la relation qui se construit entre nous, dans cet espace-temps. Et vous voyez qu'ils ne peuvent pas être cadrés, qu'ils ne peuvent pas être prédéterminés, qui sont ici et qui participent de la valeur de l'échange entre nous. Et ça, c'est valable pour toute activité de service. Donc, la prestation doit être vue aussi comme articulée à une dynamique de relation de service. Le second point, c'est que le résultat de cette relation et de cette prestation, il est lié à la capacité de coopération. C'est-à-dire que la valeur qui est créée, elle n'est pas uniquement dépendante de la personne qui va agir. Elle est aussi dépendante de la façon dont la personne va recevoir et va s'impliquer dans la relation. Le maintien en l'état d'un bâtiment, la sécurité dans un bâtiment, l'accueil dans un bâtiment, la propreté dans un bâtiment, ce n'est pas du seul ressort des prestataires, c'est aussi lié à la façon dont le prestataire va interagir avec les occupants et dont les occupants eux-mêmes vont être chargés, prendre en charge ces enjeux-là. Et donc c'est bien une coopération, une coproduction. Alors là, ça nous pose une toute petite difficulté, c'est que dans un modèle classique, on considère qu'on s'est déchargé d'un problème, la sécurité ou la propreté sur un prestataire, et que si la propreté n'est pas au rendez-vous, eh bien, il va falloir qu'on pénalise le prestataire ou qu'on comprenne pourquoi le prestataire n'a pas été à la hauteur. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Il se joue réellement un enjeu de coopération, de coproduction dans le service. La dernière dimension que je voudrais mettre en avant, c'est le fait que, dans une certaine mesure, cette relation de service, elle n'est pas stabilisable. Quand vous définissez les qualités d'une voiture, vous l'avez définie ex ante, et ensuite vous êtes capable d'organiser la production pour tenir cette qualité.
là, on voit bien que dans le service, on ne peut pas la tenir de la même façon. Elle va dépendre, je l'ai dit tout à l'heure, de la capacité à faire des arbitrages en direct, à s'adapter à la situation, à s'adapter à la réaction, aux circonstances. Et donc, il y a un enjeu, finalement, à jouer entre le prescrit, le cahier des charges, et le réel, ce que l'on repère dans ce qui se joue au moment où l'on intervient. Et donc, du point de vue du management, l'enjeu d'un manager, ce n'est pas de s'assurer que ses agents tiennent le cahier des charges dans une logique de conformité, mais bien sont capables de faire des arbitrages en direct pour tenir l'ambition de valeur. Donc on va se déplacer finalement, on va y revenir, d'une logique de conformité à une logique de pertinence. Voilà. Donc on voit bien que ça nécessite, ça pose une question, comment moi, manager, comment encadrant, j'accompagne les agents qui sont le cœur de la réalisation du service à faire en direct des arbitrages qui soient pertinents du point de vue de la valeur de service que l'on veut créer. Alors, on arrive à la question suivante, c'est quoi la valeur du service ? On a dit, le service crée des effets utiles. C'est-à-dire, il va apporter des bénéfices. Si on se place dans le facility management, finalement, on apporte des bénéfices à des clients, à des personnes qui sont en situation de travail. Donc, la valeur du service, elle est liée à la capacité que je vais avoir à accompagner les bénéficiaires, à faciliter le travail des bénéficiaires, à rendre plus facile, plus agréable, plus confortable le travail des bénéficiaires. Donc la valeur de service, elle est liée à la capacité à accompagner, à permettre à mon bénéficiaire d'être plus performant dans son travail. Alors, ça peut être lui faire des gains de temps, ça peut être créer une tranquillité d'esprit, ça peut être apporter une confiance dans des systèmes. Vous connaissez tous le coût typique du système de vidéo projection. Vous arrivez dans une salle et le truc ne fonctionne pas, et là, c'est la panique. Comment on fait ? Et donc, la valeur de confiance que vous pouvez accorder au fait que quand vous arrivez dans une salle de formation, vous mettez en fonctionnement le dispositif, il suffit d'appuyer sur un bouton et tout fonctionne comme par magie, c'est génial. Vous savez que vous arrivez à votre réunion à 2h-5, elle démarre à 2h. Donc vous voyez, de la fiabilité. Voilà. Donc là, ce sont tous des effets potentiels qui peuvent être apportés et qui se jouent bien au regard du travail des clients. C'est pourquoi nous, on parle de performance d'usage. C'est-à-dire, on va réfléchir sur les dimensions de performance qui sont liées à des usages. Un autre exemple pour comprendre, si vous me permettez cette expression, gérer un standard téléphonique, un accueil, ce n'est absolument pas synonyme de proposer un service standard. Parce que la façon dont chaque sous-ensemble de l'entreprise, chaque service a ses propres enjeux dans la façon dont il peut être joint, la façon dont quand il n'est pas là, des messages sont pris, ce que peuvent attendre les personnes qui appellent, elle est différente suivant qu'on ait un service commercial, un service comptable, une direction générale, etc. Et donc on voit bien, si on creuse ce petit exemple, qu'il y aurait un enjeu à comprendre de façon réciproque entre la personne qui gère un standard et les différents services d'une entreprise, les conditions dans lesquelles on accueille le client au téléphone, on est capable ou pas de lui passer un appel, on est capable de le mettre en attente, on est capable de prendre un message qui fasse ressource pour le service si l'interlocuteur n'est pas là. Vous voyez qu'il se joue une finesse, une compréhension dans la relation qui va créer au final la valeur de service, et c'est tout sauf un service standard. Alors, au regard de cet enjeu, un problème, c'est que nous sommes dans une grande incapacité collective à apprécier la valeur de service. Alors quand je dis « nous », ce n'est pas propre à votre secteur d'activité, ce n'est pas propre à vos activités, c'est général. J'étais hier encore dans un accompagnement d'une dizaine de dirigeants, qu'ils produisent des biens, qu'ils produisent des services. Quand on leur dit « détachez-vous de votre offre, détachez-vous des composantes de votre offre, exprimez-moi les effets utiles pour vos clients », extrêmement compliqué, extrêmement douloureux. Si on s'en tient à ce qui se joue par exemple dans un cahier des charges, on voit bien qu'il est extrêmement rare que le client exprime dans son cahier des charges les bénéfices attendus, les effets utiles attendus, c'est rarement exprimé, et en retour, le prestataire va proposer un ensemble de prestations, de moyens, et il va s'engager sur des moyens. Et donc à aucun moment n'apparaissent
la question de la façon dont on exprime la valeur attendue et la façon dont on va tenir dans la mise en œuvre de la prestation, on va essayer de tenir la promesse de valeur. Alors, dernier point, le pari d'un autre modèle. Si on est convaincu que le modèle industriel est porteur de limites, du point de vue de la création de valeur et du point de vue de la façon dont la valeur est rémunérée, eh bien, il faut qu'on imagine un autre modèle. Alors, je vais vous proposer 8 ingrédients pour être la façon dont on pourrait essayer de s'y prendre pour avancer vers un modèle, on va le qualifier de serviciel. Sophie disait qu'effectivement, nous, à Thémis, on l'a travaillé et on le travaille à partir d'un nom qu'on l'a appelé le modèle de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Au-delà du nom, on va définir les caractéristiques de ce modèle. La première, c'est qu'on va apprendre à exprimer la valeur attendue du service. Il faut qu'on soit capable d'apprendre à exprimer cette valeur. Alors c'est compliqué, parce qu'elle ne se mesure pas, cette valeur. On va y revenir, elle ne se mesure pas. On peut l'exprimer, on ne peut pas la mesurer. Mais déjà, il faut être capable d'exprimer la valeur que l'on va attendre. Derrière, on va essayer de construire un accord sur les dimensions de performance d'usage. C'est-à-dire, sur quel type de performance on va s'engager. Alors vous voyez bien que la performance d'usage, ça peut être des dimensions de performance qui ont une dimension monétaire, mais c'est aussi des dimensions de performance du point de vue des personnes qui vont recevoir le service. Donc on l'a dit, ça peut être des effets de bien-être, ça peut être des effets de confort, ça peut être des effets de tranquillité, etc. Je crois qu'on verra des exemples tout à l'heure, des petits pitchs. Derrière, il faut qu'on construise un pilotage de la mise en œuvre du service qui soit basé sur la pertinence de la réponse. C'est-à-dire qu'il faut que l'on sorte d'une logique de conformité à des moyens, de conformité à un cahier des charges, pour être capable de piloter au regard de la pertinence, c'est-à-dire de la valeur située du service au regard des conditions dans lesquelles il est rendu. On va considérer, dans cette nouvelle perspective, que les principales ressources pour les entreprises, ce ne sont pas les ressources matérielles, même si les technologies peuvent être très utiles, mais que ce sont les ressources immatérielles liées au travail. Ce sont les compétences, c'est la capacité à proposer une organisation qui soit pertinente, c'est la capacité à développer de la confiance, c'est la capacité à développer de l'engagement, de la créativité vis-à-vis des personnes qui vont porter le service. Et donc, que derrière, il se joue un investissement dans le développement de ces ressources immatérielles. Et cet investissement, il faut qu'il soit vu non pas comme un coût, il faut qu'il soit vu comme un investissement connexe, relié à l'enjeu de la production. Et d'ailleurs, il interroge le client sur la façon dont lui aussi, il prend en charge une partie de cet investissement qui est au service de la valeur qui va être créée derrière. Donc on réinterroge les conditions dans lesquelles la formation, l'évaluation, les retours d'expérience ne sont pas des coûts, ne sont pas des charges, mais sont bien des investissements au service d'une qualité, d'une production de valeur qui, en premier lieu, va intéresser le client. 5e point, on va accepter que le résultat soit lié à la capacité de coopération des deux parties. On l'a déjà dit. Et donc, quand on est dans une logique d'évaluation et que l'on n'atteint pas l'objectif que l'on s'était fixé, on va interroger les conditions de la coopération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des défaillances d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire qu'aussi, on va interroger les conditions dans lesquelles on a permis aux personnes qui interviennent de pouvoir tenir la promesse sur laquelle ils sont engagés. Alors derrière, il va falloir qu'on apprenne à révéler, évaluer la valeur qui est créée. Ben oui, il va falloir qu'on y arrive. Alors, je le redis, on ne pourra pas tout mesurer. Donc il faut qu'on l'accepte. Il faut qu'on apprenne à travailler sur des formes d'évaluation, de révélation de cette valeur, en faisant le deuil du fait que ça passera par de la mesure et de l'expression monétaire. Et puis, dernier point, non, avant-dernier, excusez-moi, dans l'idéal, on va s'accorder sur le fait que si on fait des gains, les gains, on va les partager. Comme ça crée une convergence d'intérêts sur le fait qu'on va faire des gains. Alors ça, c'est assez facile, quand on fait des gains monétaires, on peut avoir une expression de ces gains monétaires et de la façon dont ils peuvent être partagés. C'est quoi des gains? Je suis plus pertinent, donc par rapport à votre cahier des charges, je me rends compte que finalement, avec moins de temps, je peux tenir le même résultat.
Dans une certaine mesure, je n'ai pas intérêt à vous le dire, hein, puisque je suis payé sur des moyens. Par contre, si on s'accorde sur le fait que ce qui nous intéresse, c'est la valeur créée et l'expression de cette valeur, le fait qu'on arrive à faire des économies ensemble, c'est une valeur, on dégage de la ressource. Eh bien, pourquoi pas partager la valeur qui est dégagée, et dans ce cas, une partie de la valeur monétaire qui est dégagée, qui est libérée, par le fait qu'on s'est mieux organisé, que le prestataire soit plus pertinent, qu'il arrive à économiser des moyens. Le dernier point qui est complémentaire, finalement, pour le client, c'est d'accepter, dans une certaine mesure, de payer le service au vu de la valeur créée, et non plus au regard d'un coût. Et donc, le prix est l'expression d'une valeur, et le prix n'est plus l'expression simplement d'un rapport à des moyens et un coût. Alors, ça change les choses. Parce que si on considère que le facility management est capable de créer de la valeur du point de vue d'une saine gestion d'un patrimoine, qu'il crée des effets de communication, qu'il crée des effets de confiance, qu'il crée des effets de bien-être au travail, eh bien, allons réinterroger tous les budgets qui prennent en charge ces différentes questions. Et regardons en quoi on peut aussi mobiliser ces budgets-là pour investir dans la relation au vu des effets qui sont créés, des effets de bien-être, des effets de communication, des effets de gestion de patrimoine, d'entretien de patrimoine, etc. Et donc, j'invite les clients à réfléchir sur finalement les conditions de la reconnaissance de la valeur qui est créée par les clients. Et là, on arrive sur un consentement à payer au regard d'une valeur créée, et on n'est plus dans une logique de comparaison de prix qui renvoie à des coûts, où on cherche à optimiser les coûts, puisque bien entendu, on a des services standards, et le jeu est de réduire le coût de ces services. Voilà des premiers éléments. Ce sont les caractéristiques ou des dimensions du modèle serviciel. Vous voyez que ça déplace complètement les acteurs. Alors c'est clair, ça vous déplace complètement. Ce ne sont pas des questions qui sont uniquement présentes dans cette salle parce que vous êtes intéressé par le facility management. Ce sont des questions qui sont dans tous les secteurs d'activité. Je vous le disais, hier j'étais en Alsace, j'accompagne 10 dirigeants. Toutes ces questions-là, elles se posent dans tous les domaines. Donc on est bien dans une interrogation forte aujourd'hui du modèle économique qui nous a servi de matrice pour construire nos offres, exprimer la valeur de nos offres, qui doit bouger, mais qui doit bouger, vous le voyez, dans des grandes largeurs et se recomposer différemment. Ce qui est intéressant, c'est que ça bouge. Cette matinée, elle est l'expression du fait que ça bouge. Alors, à la fois à travers l'initiative de Workplace Magazine, mais aussi à travers toutes les initiatives qui vont être mises en lumière juste après moi, et qui vont montrer que les acteurs se saisissent de ces questions-là, essayent de les travailler. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement stimulant. On n'est pas au bout du chemin, mais on se met en mouvement, et ça, c'est un premier point qui est important. Ça veut dire qu'on partage suffisamment d'éléments de constat pour se dire, essayons d'avancer ensemble dans une nouvelle approche. Je vais demain à Lyon, j'accompagne, c'est la Fédération des entreprises de propreté qui met en place un dispositif d'atelier relations clients. On est sur la même question. On met dans une pièce des acheteurs et des entreprises de propreté et on leur dit comment on construit un cahier des charges qui est l'expression de la valeur attendue et qui ne vous renvoie pas dans une logique de conformité à un prescrit, mais qui construit les formes de régulation de la relation qui vont permettre de garantir une sorte de pertinence et d'ajustement. Compliqué, hein ? Alors, au regard à la fois de cette ambition et de ces enjeux et de ces premiers mouvements, il faut qu'on avance dans des logiques de petits pas, de trajectoires. On ne va pas faire le Big Bang du jour au lendemain, on ne va pas tout révolutionner, mais il faut qu'on accepte de commencer à se déplacer. Il faut qu'on crée des dispositifs d'évaluation, des dispositifs d'innovation, des dispositifs d'expérimentation qui s'articulent, qui permettent de passer par l'expérience d'un premier déplacement, l'expérience d'essayer de révéler, de définir ce qui se joue dans la valeur que l'on crée, l'expérience de l'apprécier, de faire le lien entre des dimensions monétaires et des dimensions non monétaires d'une valeur, etc. Et que derrière, petit à petit, on chemine là-dessus. Autour de mon dernier point, pour vous dire qu'autour de ce modèle que nous, on a appelé économie de la fonctionnalité et de la coopération, il s'engage un ensemble d'acteurs, de consultants, de territoires,
d'entreprises, de réseaux d'entreprises, un engagement de l'ADEME aujourd'hui aussi. On est dans des démarches de recherche-action, d'ateliers, d'expérimentation, d'accompagnement, de formation, qui croisent ce que vous êtes en train de faire, ce que l'on va voir ce matin. Donc c'est autant de signes positifs pour moi, qui montrent que le chemin n'est pas évident, mais il y a de l'énergie, il y a de la volonté, et donc à nous d'utiliser au mieux cette énergie et cette volonté pour progresser vers un modèle plus durable. Je vous remercie.